Bonjour à toutes et à tous. Voilà, on se retrouve cette saison pour une nouvelle émission, un tout nouveau format, donc avec Mathilde Larère, Laurence Decoq, nous sommes les détricoteuses, vous nous connaissez, et on revient avec un petit peu la même logique, c'est-à-dire comprendre le présent avec les instruments, les outils de l'histoire. Mais on revient avec 3 rubriques différentes cette année. Alors une première rubrique qui s'appelle Au miroir du passé, où nous allons prendre des événements d'actualité, choisir un événement d'actualité particulièrement marquant et essayer de le détricoter avec ce que nous pouvons connaître de l'histoire de cet événement. Et puis 2 petites rubriques qui sont totalement nouvelles. La première s'appelle Historytelling. Vous verrez que c'est une manière un peu alternative de raconter l'histoire de France, puisque c'est très à la mode aujourd'hui. Et la seconde s'appelle Le coin lecture, où nous vous ferons part de notre coup de cœur du mois dans la bibliographie de l'historienne et de l'historien. Que se passe-t-il donc en Catalogne? Les événements d'actualité semblent aller à toute vitesse. On a parfois du mal un petit peu à saisir toute cette urgence, tous ces événements qui n'en finissent plus de s'enchaîner quasiment jour par jour. Alors nous vous proposons dans cette nouvelle rubrique d'essayer de comprendre un petit peu, d'essayer de débroussailler ces événements catalans avec donc Mathilde Larère et moi, mais surtout avec une invitée spécialiste de l'Espagne, Sophie Babi. Donc voilà, aujourd'hui on est 3 femmes pour faire de l'histoire avec vous. Donc Sophie Babi qui est maître de conférence à l'Université de Bourgogne et qui est spécialiste surtout de la transition démocratique. Voilà, et qui va nous aider à comprendre un petit peu ce qui se joue dans cette actualité brûlante. Alors cette actualité brûlante, c'est quoi? Le 1er octobre, le gouvernement catalan dirigé par Puigdemont décide un référendum pour statuer sur le fait de savoir si la Catalogne doit être indépendante sous la forme d'une république. Ce référendum est illégal et il est donc immédiatement réprimé avec une violence assez inouïe. On a tous vu des images particulièrement marquantes de la police qui vient saisir les urnes, qui va empêcher les gens de travailler. Donc évidemment des images qui nous ont particulièrement troublés, avec aussi l'arrestation de membres du gouvernement catalan, et puis un rapport de force qui s'instaure, qui laisse un peu tout le monde la bouche ouverte pour essayer de comprendre un peu ce qui est en train de se jouer, et puis qui s'accélère presque à la manière d'une saga, c'est-à-dire que le 27 octobre, il est carrément décidé, c'est le gouvernement de Madrid, donc de Rajoy, qui décide de destituer le gouvernement catalan, d'empêcher le Parlement, qui dissout d'ailleurs le Parlement, qui annonce que de toute façon tout le processus vers l'indépendance est bloqué. Puigdemont fuit à Bruxelles, certains membres du gouvernement sont arrêtés, alors paraît-il menottés, etc. Donc enfin, c'est pas pour jouer, quoi. On sent que c'est vraiment sérieux. Un mandat d'arrêt international est émis à l'encontre de Puigdemont, qui finit finalement par se rendre et qui là, aux dernières nouvelles, est en liberté sous caution, enfin a été libéré sous caution. Voilà, et on attendrait les élections du 21 décembre pour connaître, savoir un petit peu ce qui se passe. Donc voilà, on se dit, on est dans un pays de l'Union européenne qui, aux yeux d'à peu près tout le monde, représente aujourd'hui l'un des modèles de la démocratie. Enfin, en tout cas, on se posait plus trop de questions depuis la transition dite démocratique. Et puis voilà, il se passe tout ça sur lesquels on a un petit peu du mal à statuer. Alors, on va essayer de comprendre un petit peu tout ça, à la fois en replaçant dans le temps long, parce que faire de l'histoire, c'est aussi essayer de voir quelles sont les sources des événements d'actualité sur le temps long, comment est-ce qu'on peut comprendre ça en repartant très très loin, mais aussi peut-être en quoi ces événements plus récents font rupture, et donc on va essayer comme ça de jongler entre ces logiques de rupture et de continuité, puisque c'est un petit peu notre travail. Alors peut-être on va commencer par remonter finalement assez loin, au 19e siècle, et puis en plus c'est ta spécialité Mathilde, en commençant par expliquer le catalanisme dont il est question depuis un peu plus d'1 mois, qu'est-ce que c'est?
Voilà. Eh bien, qu'est-ce que c'est? À la base, donc, c'est une construction identitaire sur le modèle de toutes les constructions identitaires nationales qui se déroulent au XIXe siècle et qui sont finalement assez bien connues et qui se retrouvent d'ailleurs d'un espace à l'autre, que ce soit des régions ou des nations, ce qu'Anne-Marie Thiès a très bien expliqué dans son livre sur la construction des identités nationales. Donc le principe, c'est de se construire un socle qui va permettre, sur lequel ensuite on va faire reposer une identité, une fierté et un projet politique. Et alors ce socle du catalanisme, d'abord il commence par se raconter une histoire, comme toute construction-nation, un roman national. Et en fait, ce roman national catalan, il s'ouvre sur une image idéalisée d'une Espagne médiévale qui serait originelle, qui serait un âge d'or qu'il faudrait retrouver et qui serait très respectueuse de la Catalogne et de la diversité de la Catalogne, des autres régions aussi, mais surtout là de la Catalogne. Et cet âge d'or serait en fait ensuite nié par une histoire difficile où le centralisme madrilène s'imposerait par la force à la Catalogne et où la Catalogne résisterait. Donc le roman national est l'histoire de ces résistances successives des Catalans à l'imposition du centralisme espagnol. Et finalement, ces résistances, elles vont donner tout ce que Anne-Marie Thiès appelle la checklist identitaire, que l'on retrouve partout, drapeau, hymne, fête nationale. Alors, par exemple, la fête nationale catalane, on en a beaucoup parlé, qui est la Diada, le 11 septembre, c'est la référence à la dernière et vaine tentative de résistance catalane au centralisme castillan en 1714. Donc, c'est pour ça qu'on célèbre ça le 11. Et l'hymne, Les Moissonneurs, El Selgador, c'est une chanson écrite fin 19e sur un modèle plus ancien et qui célèbre là un soulèvement antifiscal du XVIIe siècle contre le roi castillan à nouveau. Alors le drapeau par contre c'est un petit peu différent. Le drapeau, on le voit très bien d'ailleurs quand on regarde le drapeau de la Catalogne et le drapeau cubain. En fait c'est plus ou moins le même modèle. Ça s'explique parce qu'il y a une très forte diaspora catalane dans l'Empire espagnol au XIXe siècle et que d'ailleurs dans les reproches que la Catalogne fait à Madrid, il y a le fait que Madrid ait abandonné l'Empire alors que le projet impérial était très porté par la bourgeoisie catalane du XIXe siècle. Gros choc de la perte des colonies, 1898, un gros choc à l'échelle de l'Espagne tout entière et particulièrement mal vécu par la bourgeoisie catalane. Donc voilà, ce catalanisme culturel s'est construit au XIXe siècle. Alors après, il a pu trouver des actualisations au XXe avec par exemple le foot, le Barça, qui est un des moments, enfin un des espaces, un des observatoires de cette dimension identitaire, et qui est donc support d'une fierté, d'une identité et d'un projet politique. Et ce projet politique, c'est retrouver cette Espagne originelle mais respectueuse de la diversité catalane et finalement créer cette Espagne qui permettrait de laisser sa place à la diversité et à la fierté catalane. Donc, si on adopte le prisme usuel de l'État-nation, celui auquel nous, avec lequel on est particulièrement familiarisé en France, on est complètement à côté de la plaque. On est complètement à côté de la plaque parce que si on regarde la situation de la Catalogne telle qu'elle est depuis 78, enfin depuis la Constitution, c'est pas un État-nation sur le modèle français, c'est un État plutôt plurinational. Sophie, c'est comme ça qu'on peut l'expliquer. Oui, enfin l'État plurinational, c'est ce qu'espèrent obtenir les Catalans et c'est ce qu'ils n'obtiennent pas justement. Mais effectivement, la Constitution de 1978, dans son article 2, reconnaît l'unité indissoluble de la nation espagnole. Donc pour la Constitution de 1978, il n'y a qu'une seule nation, c'est la nation espagnole. Mais dans cette nation espagnole, il y a la reconnaissance d'autres entités qui sont des nationalités et des régions. Mais justement, une des revendications de la Catalogne et d'autres nationalismes identitaires, c'est d'exister, de revendiquer l'existence en tant que nation. Voilà, l'exigence d'être une nation est très très importante dans la revendication actuelle et ça remonte à loin. Donc dans la Constitution de 1978, l'État tel qu'il est configuré, est un État en fait avec des territoires différenciés. C'est-à-dire qu'il y a des nationalités et il y a des régions qui se sont constituées en communautés autonomes, mais des communautés autonomes avec des compétences différentes en fonction des différents statuts d'autonomie qui ont été adoptés dans les années 1980. Donc il y a des nationalités qui sont donc la Galice, le Pays Basque et la Catalogne qui avaient bénéficié déjà de statuts d'autonomie lors de la République espagnole des années 30, mais je pense qu'on y reviendra après. Et il y a un cas très particulier qui est celui de la Navarre qui bénéficie de privilèges qu'on appelle un régime foral qui est issu là encore des privilèges de la couronne
donc du Moyen-Âge et de l'époque moderne. Et les Pays Basques aussi bénéficient donc d'un régime floral spécifique. Donc en fait, les compétences ne sont pas les mêmes. La Catalogne fait partie de ceux qui en a beaucoup, mais elle en a quand même moins que par exemple le Pays Basque ou la Navarre. Donc on n'est pas dans un État fédéral en Espagne, même s'il y a des communautés autonomes. On n'est pas dans un État-nation au sens strict à la française, mais on n'est pas non plus dans un État plurinational, et c'est ce que revendiquent aujourd'hui les Catalans. Reste que ceux qui revendiquent, c'est pas, et ce que pendant très longtemps ils n'ont pas revendiqué, et ça c'est très important de le souligner, le catalanisme n'est pas un séparatisme sur le temps long. Ça, c'est surtout une revendication de la reconnaissance de l'autonomie et de l'existence de la Catalogne au sein de l'Espagne qui reconnaîtrait cette autonomie. Alors tout ça, c'est le résultat d'un processus long qui a vu s'alterner en fait des phases assez différenciées, des phases où le centralisme madrilène va en réaction durcir le catalanisme et le pousser vers des solutions qui ont l'air plus indépendantistes, et à l'inverse, des phases où le Madrid est plus ouvert à cette reconnaissance de l'autonomie et où les choses fonctionnent bien. Alors peut-être qu'on pourrait faire un espèce de panorama de ce qui se passe au XXe siècle pour que ce soit assez clair quand même. Voilà, pour qu'on ait bien la chronologie en tête, effectivement, depuis la fin du XIXe siècle, on va dire jusqu'à la guerre d'Espagne, on a ce mouvement un petit peu d'oscillation, comme tu disais, entre à la fois des moments d'ouverture à ces revendications, soit séparatistes, soit autonomistes, soit des moments de fermeture. Alors d'abord, revenir à un moment qui est assez important, qui est la République de 1873, la première République espagnole, qui ne va pas durer longtemps, hein, qui est effectivement tout à fait, voilà, qui est tâtonnante, mais qui laisse comme trace le fédéralisme, hein, le républicanisme fédéral, ou le fédéralisme républicain d'ailleurs, je ne sais pas quelle est la formule qui convient le mieux, mais en tout cas qui est une forme de catalanisme un petit peu de gauche, si j'ose dire, enfin de tradition républicaine. Et si on ne comprend pas ça, on ne peut pas non plus très bien comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Hein. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui disent que le catalanisme, c'est un truc de bourgeois, qui veut garder ses privilèges, etc. Voilà, c'est quelque chose d'un petit peu plus compliqué. Donc fin 19e siècle, vous avez l'installation de ce républicanisme fédéraliste. Et puis, début 20e et surtout après la Première Guerre mondiale, un vrai parti indépendantiste qui va se créer, qui est créé par Macià, qui est une personnalité historique assez connue. Je crois que c'est lui qu'on appelle le grand-père en Espagne à vie, hein, qui est créé justement à Cuba. Donc dans cette ancienne colonie, c'est vrai qu'il y a un rôle très important, hein, de cette diaspora catalane dans les anciennes colonies. Et c'est ce parti indépendantiste qui, au moment de la dictature de Primo de Rivera, donc 1923, qui est la première grosse dictature, va alimenter, hein, cette forme de résistance du catalanisme en situation dictatoriale, donc en situation d'oppression, sachant que la bourgeoisie catalane, au moment de Primo de Rivera, est plutôt contente en fait de la situation. Elle est plutôt alliée à la dictature. Mais aussi parce que cette dictature, elle est centraliste. Parce qu'elle est centraliste, voilà. Elle est centraliste, donc elle veut étouffer toute forme de réclamation particulariste. C'est aussi la naissance, un petit peu après cette dictature, Deuxième République. Alors là, évidemment, dans la mémoire espagnole, cette Deuxième République de 1931, c'est quelque chose d'extrêmement fort. Et dans cette Deuxième République de 1931, il y a la présence d'un autre parti qui existe encore aujourd'hui, qui est encore très actif, enfin, la création plutôt de cet autre parti, qui est le fameux ERC. Hein, alors, en espagnol... Esquerra Republicana de Catalunya. Voilà, merci. C'est la gauche républicaine de Catalogne. Qui est la gauche républicaine. Et là, on voit bien, justement, la tradition aussi, enfin, l'héritage de ce fédéralisme républicain dont on parlait tout à l'heure. C'est un moment, cette fois, où le catalanisme s'exprime véritablement, puisque sous la Seconde République, on a un vrai statut d'autonomie qui est donné à la Catalogne. Catalogne qui va être dirigée par un personnage particulièrement important là aussi, qui est Companys, hein, dont on va reparler, et dont on reparle encore beaucoup, vous allez voir pourquoi. Oui, alors ce qui est important peut-être de préciser aussi, c'est qu'au moment de la proclamation de la République espagnole, le 14 avril 1931, donc après des élections municipales qui ont été gagnées par les républicains, c'est que Francesc Macià proclame la République catalane. Je crois juste un peu avant, je crois. Je crois que c'est juste un petit peu avant la Seconde République. C'est ça. Et donc, du coup, justement, il y a ensuite une négociation entre cette République catalane dirigée donc, par Francesc Macià et ses amis républicains à Madrid, et pour ne pas se séparer de l'Espagne, bien que l'objectif était de faire une république dans le cadre d'une fédération ibérique. Ouais. Toujours cette idée de fédération républicaine. Mais donc, dans ce cadre-là, il y a une négociation et
on abandonne l'idée d'un État dans ce cadre fédéral au profit d'une généralité. Et donc du rétablissement, du rétablissement, parce que la généralité existait déjà à l'époque médiévale, à la fameuse époque médiévale, et ont été rétablies donc en 1932 par la République espagnole. Voilà. Et grosse crise en 1934. 1934, on est toujours en situation républicaine, mais c'est le retour au gouvernement d'une droite dure, de tradition aussi royaliste, assez hostile à tout ce qui ressemble de près ou de loin à la République. Et à la politique sociale. Et le gouvernement, oui, puisque c'est le moment aussi, 1934, octobre 34, début 34, dans les Asturies, grande insurrection réprimée avec une violence absolument inouïe. Et le 6 octobre 34, après un gros conflit justement entre la République catalane et le gouvernement central, la généralité, pardon, catalane, voilà, et le gouvernement central, Companys monte au balcon. Et il proclame à nouveau la République. On va entendre les mots qu'il prononce à ce moment-là. C'est une image qui s'est vraiment fixée aussi dans la mémoire espagnole. Il proclame cette république et à la suite de ça, il est arrêté en 1934. Il est bien sûr arrêté immédiatement, tout comme le gouvernement de Madrid mène la répression de l'insurrection populaire et ouvrière dans toute l'Espagne, en particulier en Asturie. La République de droite donc ne laisse absolument pas faire cette sécession, qui n'en est pas une, parce que là encore, c'est dans le cadre d'un État fédéral, toujours. Mais bon, c'est clairement une révolte catalane qui est réprimée immédiatement et Companys est emprisonné. Et il y a une photo très célèbre qui est connue de tous les Catalans. On voit donc Companys et ses compagnons de gouvernement derrière les barreaux. Et on a reparlé de Companys. Alors voilà, on en a reparlé parce que donc en 1936, Front populaire, donc Companys est libéré. Il y a une toute petite parenthèse, on va dire, de respiration. Et puis guerre civile, et puis 1939, Companys s'exile en France et il est arrêté, il sera arrêté par la Gestapo, livré à Franco, exécuté par Franco. Et il se trouve que très récemment, au moment des événements, Pablo Casado, donc un membre du porte-parole du PP, a dit, alors soi-disant sous une forme un peu de boutade, qu'il risquait, boutade de très bon goût, qu'il risquait d'arriver à Puigdemont, ce qui était arrivé à Companys. Donc on voit quand même qu'on est dans une situation d'extrême tension et une situation aussi, Sophie, où les relents du franquisme semblent quand même particulièrement bien présents. Oui, alors en fait, on voit bien après ce panorama que l'histoire du catalanisme est longue, est ancienne, elle remonte au XIXe siècle et qu'elle est marquée à la fois donc par une volonté d'autonomie et une volonté d'indépendance. On va dire que l'indépendance, c'est plutôt l'extrême gauche républicaine qui la porte et que l'autonomisme, c'est plutôt un catalanisme bourgeois conservateur qui négocie sans cesse avec Madrid pour obtenir plus d'autonomie et de compétences. Un indépendantiste qui ne va pas forcément jusqu'à la séparation. Disons qu'il n'en a jamais eu trop l'occasion puisqu'il n'a jamais été majoritaire en fait. Donc il a des alliances avec les autres républicains, mais jamais donc suffisamment de majorité pour vouloir la sécession non plus. En tout cas, ce qui est important aussi de noter, on l'a bien montré, c'est que la Catalogne est aussi le berceau des libertés, le berceau du républicanisme et des libertés. Donc c'est un catalanisme qui est aussi progressiste. Et la Catalogne, se conçoit souvent comme une avant-garde, comme ça. Avant-garde libérale au début du XXe siècle, ensuite avant-garde anarchiste, du mouvement ouvrier et du mouvement anarchiste, puisque Barcelone est l'un des berceaux de l'anarchisme, en particulier pendant la guerre civile. Au moment du soulèvement de 1936 et de l'explosion de la guerre civile, Barcelone est en proie aux comités ouvriers qui dirigent la ville. Et il y a d'ailleurs la répression très dure de ce mouvement anarchiste que raconte Orwell par les communistes repris en main par l'Union soviétique. Et qui a particulièrement fracturé la gauche espagnole. Exactement. Et européenne. Voilà. Donc une avant-garde aussi, c'est très important. Et puis une Catalogne qui est toujours contre Madrid, qui se positionne toujours contre le centralisme madrilène, mais aussi dans une forme de rivalité finalement entre la capitale et puis cette région industriellement, économiquement très développée et donc aussi en avance
en termes de liberté. Quelques mots sur le franquisme avant qu'on reparle d'une période peut-être un petit peu plus récente, à partir de 2006, qui permet aussi d'expliquer l'accélération, la rupture dans laquelle on se trouve. Oui, alors en fait, à partir donc de la victoire des armées nationales en 1939, le régime de Franco s'instaure jusqu'en 1975 et il s'inspire beaucoup de la dictature de Primo de Rivera en ce sens que c'est un régime extrêmement centralisateur, conservateur évidemment et très catholique, un national catholique même, donc qui réprime de façon radicale ce qu'on appelle les nationalismes périphériques. Le catalan est interdit en tant que langue officielle et il n'y a plus de presse en catalan, il n'y a plus d'expression du tout du catalanisme et évidemment plus de généralité et un État centralisateur. Donc à la fin du franquisme, à la faveur d'un renouveau des oppositions à partir des années 60, des oppositions ouvrières, des oppositions étudiantes, des oppositions politiques aussi, d'une certaine libéralisation aussi de la censure, renaît à ce moment-là un catalanisme culturel. Un catalanisme culturel dont un des représentants est notamment la nouvelle chanson, la Nova Cançó, la nouvelle chanson catalane, Serrat, Joan Manuel Serrat, ou Louis Llach, qui donc écrivent de nouvelles chansons en catalan, font des concerts en catalan, donc revendiquent la langue catalane. À ce moment-là, de nouveau, il y a aussi un projet d'académie, de dictionnaire de la langue catalane, etc. Et ce catalanisme devient politique. Bien sûr. La chanson Escada, c'est là, c'est cette. Celle-là, on l'entend dans les rues aujourd'hui, oui. Justement, l'Escada, donc le pieu, qui veut dire le pieu en catalan, est une chanson qui a été écrite par Louis Llach dans les années 60, et c'est une métaphore en fait de ce peuple qui est attaché par un pieu, qui peu à peu, si on tire ce pieu, la corde va finir par céder, et donc c'est la dictature qui finira par céder sous la pression populaire en quelque sorte. Et cette chanson, effectivement, est emblématique de la révolte catalane contre le franquisme et elle est aujourd'hui sans cesse, on l'entend dans les rues, elle est reprise par les manifestations indépendantistes. On va peut-être juste en écouter quelques secondes parce qu'elle est belle. Elle est belle, aussi. Segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. Avant de revenir après sur le franquisme, en tout cas dans ses restes, dans ses traces actuelles, une accélération depuis 10 ans, à partir de 2006, qui permettrait d'expliquer aussi quand même l'engrenage en fait dans lequel on semble être aujourd'hui et qui a vraisemblablement des racines un petit peu plus récentes. Oui, alors pour dire vite fait, puis sûrement tu me compléteras Sophie, en fait, au début, le gouvernement Zapatero dans les années 2000, lui était toujours dans la logique de reconnaissance de l'autonomie, il avait même lancé une réforme du statut de la Catalogne qui allait dans une reconnaissance plus grande. Il y avait eu un nouveau statut rédigé, accepté par le Parlement espagnol, accepté par le Parlement catalan, approuvé par référendum en Catalogne, donc a priori tout baigné pour les Catalans, sauf qu'en 2010, la droite va commencer à remettre en cause ce processus, d'abord en saisissant le tribunal constitutionnel et en rejetant une partie du statut, puis quand la droite l'emporte en 2011, en s'orientant véritablement vers une remise en cause de ce processus et en réactivant le centralisme castillan. Oui, alors en fait, ce mouvement de réforme du statut catalan s'inscrit en fait dans un mouvement global de réforme des statuts d'autonomie qui sont réformés à la fin du XXe siècle et puis au début des années 2000. Et donc, d'abord, il y a les Pays Basques qui essayent de réformer son statut puis qui n'y parvient pas, qui n'arrivent pas à négocier avec Madrid, donc ils renoncent. Donc, poussés par l'élan basque aussi, les Catalans cherchent aussi à négocier leur statut avec le nouveau gouvernement socialiste donc de Zapatero, donc de gauche, donc plus ouvert à une éventuelle reconfiguration territoriale de l'Espagne. Zapatero, on rappelle, qui est arrivé au pouvoir en 2004 après les attentats terroristes islamistes du 11 mars. Hein, et c'est pas anodin non plus. Et donc, ce statut est négocié très âprement avec les différents catalanistes, etc. Et notamment, dans ce statut, le terme de nation apparaissait et la Catalogne était reconnue comme une nation. Mais après négociation avec le Congrès, ce terme de nation avait été
considérablement, il n'apparaissait plus qu'à un endroit parce que l'Espagne, même celle de Zapatero, ne pouvait pas reconnaître la Catalogne comme une nation, donc ne pouvait pas encore accepter un État plurinational. Donc ce référendum qui était réduit, enfin ce statut pardon, réduit à une peau de chagrin avait quand même fini par être voté, mais par exemple la gauche républicaine catalane qui avait négocié le premier statut, avait appelé non, à voter non au référendum. Donc il y a déjà des désaccords à l'intérieur effectivement des catalanistes. Et puis ensuite, immédiatement, en fait, le PP fait un recours auprès du tribunal constitutionnel parce qu'il est impossible pour lui que la Catalogne soit une nation. Et ce recours aboutit donc en 2010 et donc génère, après ce refus donc, ce recours auprès du tribunal constitutionnel et cette sentence du tribunal constitutionnel, génère un mouvement extrêmement puissant et de plus en plus populaire de révolte indépendantiste, cette fois en Catalogne. C'est bien qu'en fait, entre 2003 et 2010, à peu près, l'opinion indépendantiste, on va dire, a triplé. Et ça, on s'en rend compte, par exemple, si on regarde la Diada. La Diada est importante à la fin du franquisme et au tout début de la sortie du franquisme. On a, à un moment, je ne me souviens plus la date, mais on prenne 1 million de personnes dans la rue. Alors, en fait, c'est juste après le franquisme. Hein. Alors oui, effectivement, la première Diada qui est célébrée, c'est 76, mais elle n'est pas encore importante parce qu'elle est encore, on est dans un contexte encore de répression. Et 77, ça y est. Et puis après, comme il y a le statut, elle descend, bon, ça reste assez... c'est très identitaire, mais c'est... Et en revanche, en 2012, et là, ça a marqué à la fois les Espagnols, mais aussi les Européens, 1 million de personnes dans la rue, 1,5 million, et des images dont on se rappelle encore, avec des affiches très claires, des banderoles très claires pour l'indépendance. Ouais. Donc là, il y a un durcissement. Oui, en fait, même dès 2010, on a ça. C'est tout de suite après le recours du tribunal constitutionnel. Et puis une qui est restée très célèbre aussi, c'est celle d'après, celle de 2013, puisqu'il y a une chaîne humaine qui s'est formée tout le long du nord au sud de la Catalogne. Et donc, depuis 2010, en fait, toutes les diadas sont des moments de mobilisation des courants indépendantistes et qui sont en pleine expansion. Et lesquels gagnent aussi dans les urnes. Donc, il y a une véritable rupture à ce moment-là, une accélération, on va dire, du processus. Ça se marque dans les urnes aussi. Ça se marque dans les urnes. C'est-à-dire que depuis donc, la fin du franquisme, qui gouverne en Catalogne, c'est le conservatisme nationaliste, c'est CIU, Convergència i Unió, dont est issu aujourd'hui Puigdemont. Le PDCAT aujourd'hui vient de ce parti donc nationaliste conservateur, plutôt de droite, et la gauche républicaine, elle est extrêmement minoritaire, d'accord, ERC, Esquerra Republica Catalunya, et elle commence à monter effectivement dans les années 2000, 2010, d'accord, mais sans dépasser non plus farouchement les 15%. Après, il y a aussi un contexte qui joue, c'est que il y a aussi, c'est la crise, le gouvernement de droite mène une politique austéritaire très dure, dont la Catalogne fait les frais, et donc ça explique aussi, et puis le mouvement des indignés, enfin on a tout un contexte qui va jouer pour remettre un peu en selle. Oui. Alors donc cette rupture, cette accélération, on va dire dans les années 2000, elle est liée au blocage donc de Madrid, du PP et de la droite, au retour de la droite au pouvoir après Zapatero. Elle est liée à cette crise économique et sociale majeure que connaît l'Espagne depuis 2008 et qui montre en fait la capacité de l'État central à gérer les problèmes. Voilà, à résoudre la crise du chômage, les 25% de chômage, à résoudre la crise du logement, etc. Et puis elle est liée aussi à une remise globale, à une remise en cause globale du régime issu de la Constitution de 1978, avec notamment la découverte depuis l'an 2000, ou en tout cas la mise au jour depuis l'an 2000 des charniers, des fosses communes qui parsèment le territoire espagnol, puisqu'on estime que à peu près 3 000 fosses communes de la guerre d'Espagne. Alors oui, la découverte des fosses communes, elle va effectivement avoir une fonction politique absolument énorme, c'est qu'elle va rompre presque une croyance mythique qui était celle de la grande réconciliation post-franquiste. Peut-être qu'il faudrait revenir un petit peu là-dessus. Comme c'est ta spécialité, mais vraiment réexpliquer ce qu'on appelle la transition démocratique, pourquoi la Constitution de 78, mais rapidement, pourquoi la Constitution de 78 incarne un peu cette réconciliation et pourquoi aujourd'hui ça se fissure et la découverte des charniers est un symptôme de cette fissure. Bien sûr. Donc en fait, après la mort de Franco, donc en novembre 1975, c'est Juan Carlos Ier, donc le père de Philippe VI, actuel roi d'Espagne,
qui est qui devient roi, mais il avait été nommé par Franco. Donc, en fait, la démocratisation du régime se fait dans la continuité du régime franquiste. Le roi a été nommé par Franco, il prend la succession, et ensuite, il mène la réforme avec différents chefs de gouvernement, enfin, c'est au bout d'un an, sous la pression populaire et de la société civile, des grèves, etc., qui sont très importantes, que le gouvernement mène une réforme. Bon. Et cette réforme, elle se fait de façon, on dit pactée, c'est-à-dire en négociation avec les différentes forces politiques, donc aussi bien les forces issues du franquisme que les forces de l'opposition. Et ces pactes, ce beau consensus entre tous, soi-disant sans violence, c'est-à-dire en fait sans guerre civile, sans révolution, c'est ça que ça veut dire, parce qu'il y a quand même eu plus de 700 morts de la violence politique pendant les 7 ans qu'a duré la transition à la démocratie, c'est-à-dire jusqu'en 1982, donc à la fois du terrorisme d'extrême gauche, du terrorisme d'extrême droite, du terrorisme de l'ETA bien sûr, mais aussi des violences policières qui ont fait des morts dans la dispersion des manifestations notamment. Bon. Et donc ce beau consensus donne lieu à un texte fondateur qui est la Constitution de 1978. Donc en fait la transition à la démocratie, qui est donc considérée partout comme un succès, comme un modèle qui est même exporté en Amérique latine, en Europe de l'Est, etc. Le modèle à suivre pour une bonne démocratisation d'une sortie de dictature. Une sortie de dictature, exactement. Eh bien, ce modèle devient un mythe fondateur de l'Espagne démocratique, qui n'avait pas tellement de référents démocratiques avant, puisque l'expérience de la Seconde République avait pas donné lieu à la guerre civile, mais en tout cas, c'était mal terminé avec ce coup d'État du général Franco et la guerre civile qui avait suivi, et que la première de 1873 était bien loin et éphémère. Donc du coup, vraiment, le mythe fondateur de la démocratie d'aujourd'hui espagnole, c'est cette transition et ce texte de la Constitution. C'est pour ça, et c'est le mythe de la réconciliation des Espagnols, de ces deux Espagnes qui s'étaient affrontées tout au long du XXe siècle, et en particulier lors de la guerre civile, donc entre les républicains, libéraux, progressistes, laïcs, etc. Et d'un autre côté, les conservateurs, catholiques, monarchistes, centralisateurs, etc. Bon. C'est pour ça qu'il est très difficile de toucher à cette constitution. Et c'est pour ça que le PP, le gouvernement de Mariano Rajoy, s'accroche au texte et rend quasiment impossible une réforme de cette constitution qui s'avère pourtant nécessaire. Donc pourquoi nécessaire ? Parce que le consensus autour du régime de 78 s'est effrité. Il s'est effrité depuis le début des années 2000, donc crise économique et sociale, corruption aussi des partis politiques nationaux terribles, et puis donc cette découverte des charniers, des fosses communes, qui commencent à être exhumées, et donc on découvre qu'il y a près de 100 000 disparus qui sont encore dans des fosses et qui ont été donc assassinés, exécutés par la répression franquiste. Et c'est ce qu'on appelle en Espagne le mouvement de récupération de la mémoire historique, qui met en cause donc le pacte dit d'oubli de la transition, qui aurait en gros tiré un trait sur le passé pour pouvoir construire l'avenir. C'était nécessaire à ce moment-là. Et c'est ça qui est remis en cause. Donc là, on est vraiment dans une période où aussi la conflictualité peut s'assumer. Elle peut s'assumer. Tout à fait. Et ça, c'est quelque chose qui est sans doute une grille de lecture aussi extrêmement importante pour comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire que, finalement, ce consensus, cette réconciliation, elle est fissurée par la découverte de la trahison. Et puis, c'est une nouvelle génération qui n'a pas vécu le franquisme, les horreurs du franquisme, qui n'a presque plus le souvenir de la guerre civile, et donc qui n'a pas non plus été actrice de la transition à la démocratie, qui donc peut critiquer allègrement cette transition, et puis passer à autre chose. Alors juste avant de conclure, quand même des choses qui sont assez étonnantes. On revoit dans les images des saluts franquistes dans les rues. On a vu dans des manifestations à Madrid des saluts franquistes. On a quand même cette analogie assez étonnante entre le sort de Companys et Puigdemont, même s'il ne faut pas non plus en faire un modèle héroïque, mais enfin dans les manières de faire, de menacer d'arrêter, de faire arrêter. Enfin, à chaque fois, nous, on se dit, non mais en fait, c'est juste du bluff, mais en réalité, ils y vont, quoi. Donc, est-ce que là, il n'y a pas quand même aussi
je ne sais pas, une tradition du franquisme qui est encore bien présente dans le PP, par exemple? Le PP, c'est sûr, est l'héritier de... le parti PP est l'héritier d'un parti qui était lui-même formé de franquistes. Voilà, bon. Mais qui l'assume. Et qui n'a pas cette fameuse constitution qu'ils défendent bec et ongle, ils ne l'ont pas votée en 78. Voilà. Ils étaient contre en 78, mais c'était un parti qui n'était pas encore très important. Il est devenu important par la suite. Donc certes, c'est un parti qui n'a pas rompu très clairement avec le franquisme, mais bon, en même temps, on ne va pas dire que tous les membres du PP sont des franquistes et des héritiers du franquisme, ça n'a aucun sens non plus de dire ça. Non, mais dans des pratiques de pouvoir, quoi, dans le rapport au pouvoir. Il y a, je pense que l'Espagne est une véritable démocratie, à mon sens, avec des institutions qui fonctionnent, mais avec des blocages. Notamment ce blocage autour de la Constitution. Et c'est probable que ce blocage autour de la Constitution soit lié à toute cette histoire et un héritage de toute cette histoire qu'on vient de dire. La justice aussi. La justice est taxée d'immobilisme pour beaucoup, comme un corps pas très enclin au progressisme. Et d'ailleurs, le Conseil de l'Europe vient tout récemment de sortir un rapport accusant l'Espagne de n'avoir pas suivi les recommandations pour éviter justement la corruption, la justice, etc. Mais dans ce rapport, la France est très mal lotie aussi. Donc, voilà, donc c'est-à-dire qu'il y a des blocages, sauf qu'en Espagne, tous les blocages, toutes les frustrations, toutes les difficultés, la répression, les images de cette répression, on a les mêmes en Italie, au moment des G8. Mais là, ça réactive une mémoire. Exactement. En et Espagne, qui en plus s'est réveillée en 2000. Cette mémoire. Voilà. C'est tout de suite imputé au franquisme. Et si bien que, et puis il y a aussi cette image à l'étranger, il y avait un article d'un écrivain qui disait que l'Espagne était considérée, par exemple à Madrid, comme Francolande. Justement parce qu'on voyait des gens faire des saluts franquistes. Mais on voit aussi des gens faire des saluts nazis en Allemagne ou en France. C'est-à-dire que l'extrême droite en Espagne a toujours existé, mais elle est extrêmement minoritaire. Mais effectivement, elle a existé, comme elle existe ailleurs. Voilà. Elle est minoritaire, mais tout de suite, voilà, ça fait ressurgir une mémoire traumatique de et qui s'est réveillée récemment, en fait, en plus. Qui s'est réveillée, non, qui a toujours un peu été là, en fait, hein, mais qui est instrumentalisée par Puigdemont et pas par les catalanistes. C'est-à-dire que Puigdemont, aujourd'hui, c'est quand même un gouvernement en exil. Il l'a dit, là, il est en exil. Il y a des prisonniers politiques. Grâce au PP de Rajoy, on a des prisonniers politiques à nouveau en Espagne, comme sous le franquisme, comme donc en 1934. Et puis on a un gouvernement en exil. La Generalitat, sous Franco, était en exil. Le gouvernement républicain était en exil, en France et au Mexique ensuite. Voilà, donc bravo, on a réussi ça. D'où l'intérêt d'inscrire ça dans le temps long. Moi, je vous propose qu'on fasse, pour terminer, un petit tour de table pour savoir, ou en tout cas pour faire le jeu de quid de la suite. Ou en tout cas, qu'est-ce que ça veut dire ce qui se passe? Tu disais, voilà, c'est une démocratie. Bon, on peut aussi avoir un regard un petit peu plus critique sur ce fonctionnement démocratique espagnol. Il ne s'agit pas de le comparer à la France ou à d'autres. On peut avoir un regard critique sur la France aussi, je te rassure. Mais voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je veux bien commencer aussi en disant que à la fois, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est un petit peu angoissant au premier abord dans cette revendication qu'on pourrait entendre comme très nationaliste si on a comme ça un regard un peu franco-centré, si on écoute aussi des discours qui disent que la Catalogne souhaite être indépendante parce qu'elle en a marre de financer le reste de l'Espagne, un truc égoïste, etc. Voilà. Bon, donc on peut avoir effectivement un regard un peu pessimiste là-dessus. Et en même temps, il y a un autre pan qui est quand même la présence aussi, d'abord, tu l'as dit, d'un phénomène générationnel, donc des jeunes qui sont dans la rue. Depuis 2011 aussi, Podemos, donc ces nouveaux mouvements qu'on trouve un peu ailleurs aussi, mais cette espèce de revendication de prise de pouvoir par la jeunesse. La CUP, qui est là, quand même un mouvement d'extrême gauche aussi, qui soutient, à sa manière, mais qui soutient le mouvement actuel. Ce qu'il y a quand même d'assez enthousiasmant aussi, c'est presque cette soif de politique et cette fenêtre d'opportunité pour essayer de penser un autre modèle, à la fois de démocratie et peut-être d'État-nation. Oui, de post-national en fait. De post-national. Oui, tout à fait. Il y a effectivement des réflexions globales qui ne touchent d'ailleurs pas que la Catalogne, en Espagne, sur que va devenir l'Espagne plus tard, dans cette configuration territoriale que tout le monde veut remettre en cause, etc. Après, là, on peut avoir une vision un peu plus... Donc oui, c'est intéressant, je dirais que les régions, les nations, les nationalités, comme on veut les appeler, prennent la main pour la réforme d'une constitution qui a été impossible, certes, et penser le post-national. Ce qui est peut-être un peu plus inquiétant, c'est que cette bannière, finalement, de l'indépendantisme, elle a rassemblé tous les mécontents,
Et qu'il n'y a pas de projet derrière. Oui, hein. il n'y a pas de projet. Il n'y a pas de projet Oui, politique, et puis ça il n'y a fait- pas de projet social. De ce que j'entends des collègues qui sont en Espagne, et notamment au Pays Basque, en Catalogne, etc., c'est quand même la sensation d'une très forte pression sociale, d'une violence, non pas physique, puisque l'un des enjeux justement de l'indépendantisme, c'est de rester pacifique, hein, de ne pas être taxé de violent, mais une violence sociale réelle contre ceux qui ne se manifestent pas ouvertement pour l'indépendance et qui sont réduits au silence, qui sont même taxés de fachas, de fachos, de fascistes, alors que certains ont combattu réellement la dictature et ont été antifascistes. Et ça, pour les Basques qui ont connu le TA, qui ont connu le terrorisme des années noires, c'est quelque chose qui est extrêmement sensible et qui les inquiète énormément. C'est-à-dire cette absence de liberté d'expression au sein même de la Catalogne. Et ce qui est certain, c'est qu'il y a une fracture de la société réelle, actuelle, au-delà de tous ces élans démocratiques et d'émancipation qui sont réels, et que cette fracture, beaucoup pensent qu'elle va durer plusieurs générations, en tout cas au moins une génération. Elle est là, quel que soit l'avenir de la Catalogne, ça va être compliqué de sortir de cette très forte polarisation de la société catalane. Après, je pense que ce qu'on a montré aussi, c'est que dans cette histoire longue du catalanisme et de ses rapports avec Madrid, donc avec l'État-nation espagnol dans sa spécificité, il y a eu une série de crises de ce type, finalement c'en est une après d'autres. Elle a cependant une caractéristique assez particulière parce que jusque-là, on l'a vu, les formes d'indépendantisme n'étaient pas allées jusqu'à la séparation, alors que là, ça va beaucoup plus loin. Il y a une radicalisation. Et c'est vrai que ce qui est un peu inquiétant, même si on sait bien l'histoire ne se répète pas, gna gna gna, tout ça, mais n'empêche que les différentes crises que l'on a pu voir dans l'histoire, elles ont souvent été réglées par des reprises en main autoritaires extrêmement inquiétantes. Et là, bon, on est de fait dans une reprise en main autoritaire, on est dans l'ébullition et l'espoir de solutions qui seraient plus démocratiques, plus participatives, etc. Mais il y a cette inquiétude qu'on ne peut que voir et que ressentir, et que ressentent d'ailleurs une bonne partie de la gauche espagnole et catalane, avec en plus, comme tu le disais, la disparition de ce qui était pourtant important dans les dernières années, ces questions sociales, et là... Et puis demain, il se passera peut-être quelque chose de nouveau, après-demain aussi, voilà, et on sera déjà en retard sur l'actualité. Bon. On va s'arrêter là. Merci beaucoup Sophie. Une petite bibliographie avant de terminer. Au moins 3 ouvrages. L'histoire de l'Espagne contemporaine, qui est un livre collectif dans lequel tu as écrit, de Jordi Canal. Le livre de Stéphane Michonneau, qui est aussi un grand spécialiste de la Catalagne, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Barcelone, Mémoire, Identité, 1830-1930, et qui a écrit plein de tribunes depuis le début des événements. Et puis ton livre, Sophie, qui est aussi en accès libre, qui s'appelle Le mythe de la transition pacifique, que vous pouvez donc télécharger en ligne gratuitement. Merci beaucoup pour tous ces éclairages. Et puis nous, on se retrouve tout de suite pour la seconde rubrique, Historytelling. Alors, Historytelling, c'est une autre manière de raconter l'histoire de France, une manière qui veut sortir un petit peu de ce qu'on a l'habitude d'entendre, de ce que vous avez l'habitude d'entendre, ce qu'on appelle le fameux roman national, avec toutes ces figures héroïques, tous ces grands événements, etc. On va essayer de vous proposer, avec Mathilde, un récit un peu alternatif. Alors, comme c'est la première émission, on va commencer avec le début. On va se demander par quoi est-ce qu'on peut faire commencer l'histoire de France. Généralement, il y a une formule qui revient tout le temps quand on s'intéresse au tout début de l'histoire de France. Tu la connais? Ouais, il y a 2000 ans, notre pays s'appelait la Gaule et nos ancêtres, les Gaulois. Voilà, impossible apparemment de sortir de cette formule. Même nos grands historiens publics n'arrivent pas à s'en débarrasser. On écoute par exemple Laurent Deutsch. Plus de 2000 ans séparent le Paris d'aujourd'hui du petit bourg de Lutèce. Remontez le temps avec moi. En 4 épisodes, je vous emmène de la petite histoire de Paris à la grande histoire de France.
Voilà, alors pourtant, c'est pas si évident. Il y a 2000 ans à l'échelle de l'histoire de l'humanité, c'est rien du tout. Donc on pourrait se demander pourquoi est-ce qu'on fait forcément remonter l'histoire de France, ou en tout cas l'histoire du territoire qui va progressivement s'appeler France, pourquoi est-ce qu'on le fait remonter uniquement aux Gaulois? D'abord, première chose, c'est à partir du 19e siècle qu'on commence à faire cette histoire-là. Avant, on faisait de l'histoire, mais on faisait remonter les ancêtres des Français, surtout des nobles, aux Troyens, ce peuple mythique de la guerre de Troie. Et il a fallu attendre la Révolution française pour qu'on puisse commencer à faire, alors le on c'est les historiens, hein, pour qu'ils fassent appel à d'autres ancêtres héroïques qui ont été les Gaulois. Alors, on avait une bonne source aussi, c'est ça qui est quand même assez pratique. Alors cette source, c'est pas le personnage que l'on connaît le plus. Mais en fait, c'est le récit des conquêtes par César. En fait, César fait son histoire de Gaule et comme il doit justifier le fait qu'il a été valeureux en triomphant, il va construire les Gaulois en personnages certes sauvages et un peu indisciplinés, mais valeureux. Et comme ça, lui, en tant que conquérant, eh bien, il n'en est que revalorisé. Voilà, et donc au 19e siècle, on a eu cette image des Gaulois barbares, buveurs de cervoise, sachant faire la guerre, sachant perdre noblement et héroïquement la guerre aussi, hein, c'est Vercingétorix, à tel point qu'on l'a même retrouvé dans tous les manuels scolaires. Là, par exemple, on voit une vignette du Petit Lavis où vous avez des enfants gaulois qui, nous dit-on, se battent comme des petits sauvages. Le Petit Lavis, c'était l'un des manuels scolaires qui était le plus utilisé à la fin du 19e, début du 20e siècle. Non, puis on le retrouve aussi dans les discours politiques. Hein. On se souviendra de Sarkozy, par exemple. On l'écoute. À le moment où vous devenez français, vos ancêtres, ce sont les Gaulois. Et c'est Vercingétorix. Mon père est hongrois. On ne m'a pas appris l'histoire de la Hongrie. On voudrait quand même essayer de vous proposer un autre modèle qu'il y a simplement 2000 ans, notre pays s'appelait la Gaule et ses ancêtres les Gaulois. Et pour ça, on peut s'appuyer sur l'archéologie, sur par exemple un livre qui vient de sortir de Jean-Paul Demoule qui porte sur la révolution néolithique, en fait sur ces dizaines de milliers de siècles oubliés, comme il nous dit. Alors pourquoi ce serait intéressant? Parce que ce serait intéressant de remonter très très haut et de voir que les hommes qui sont, et les femmes aussi d'ailleurs, qui sont arrivés sur le territoire qu'on va plus tard appeler la France, d'abord ce sont les fameux Homo erectus qui nous viennent d'Afrique, qui vont se transformer progressivement en Néandertal et puis ensuite en Sapiens. Et donc on s'apercevrait que finalement nous sommes tous... Nos ancêtres c'est des métis voilà, en fait. Voilà. Ce qui évidemment ne plaît pas à tout le monde. Il y a des gens qui sont là depuis 1000 ans, et qui ont envie d'être là encore 1000 ans, et qui n'ont pas envie d'être métissés, monsieur Attali. Excusez-les, ils n'ont pas envie. Alors tu vas me dire, oui, mais en même temps, peut-être qu'on manque de sources sur ces populations extrêmement lointaines, extrêmement anciennes. Mais on a des sources. On a par exemple la fameuse grotte Chauvet, hein, qu'on fait remonter à moins 35 000. On va voir un petit extrait aussi pour voir que c'était quand même des hommes et des femmes qui savaient aussi faire quelque chose de leurs 10 doigts. 425 animaux courent sur ces parois. Lions des cavernes, panthères ou encore rhinocéros laineux qui peuplaient la région en période glaciaire. Au total, 1 millier de dessins et de gravures. Et puis, surtout, ce que nous dit Jean-Paul Demoule, c'est que si on fait remonter le fameux début à cette révolution néolithique, eh bien, qu'est-ce qu'on montrerait? D'abord, on montrerait une rupture absolument majeure, c'est que les hommes deviennent des producteurs, ils domestiquent la nature, ils arrêtent d'être des chasseurs-cueilleurs, on est à peu près à moins 10 000 pour le Proche-Orient, moins 6 000 pour ce qui va devenir la France. Ils domestiquent la nature, ils commencent à faire communauté, ils produisent de l'agriculture, ils commencent à se faire la guerre, ils s'isolent, ils migrent, ils bougent, etc. Autrement dit, les inégalités sociales aussi se creusent et donc on aurait affaire tout simplement à la genèse de ce qu'on peut appeler des sociétés. Et alors les Gaulois dans tout ça, ils arrivent quand? Eh bien c'est peut-être eux en fait, c'est peut-être eux que les Grecs vont appeler les Celtes, que les Romains vont appeler les Gaulois. Ce qui est sûr, c'est que les Gaulois, c'est pas du tout ceux dont nous parlent les Laurent Deutsch ou les Stéphane Bern ou les Nicolas Sarkozy. C'est pas une nation unie contre un seul homme avec les vertus patriotiques, etc. C'est une somme de sociétés
qui coexistent de façon plus ou moins pacifique, qui se font la guerre, qui font la paix, qui s'aiment, qui se détestent, qui ont des noms différents, certains sont même déjà alliés avec les Romains. Donc il n'y a aucune raison en réalité de faire démarrer le début de l'histoire de France davantage des Gaulois plutôt que des hommes qui nous viennent des temps beaucoup plus anciens et notamment de la Révolution néolithique. Du coup, avec Mathilde, on s'est dit on va proposer une autre formule alternative. On va la proposer aux éditeurs scolaires, on va la proposer à ceux qui veulent écrire l'histoire de France pour les enfants. Alors cette formule, on va vous la donner. Hein. C'est la suivante. Depuis plusieurs dizaines de millénaires, les humains se déplacent et s'installent à travers le monde. Et nous sommes les héritières et les héritiers de ces brassages et de ces sociétés du passé. C'est pas mal. Bah ouais, c'est mieux. C'est le coin lecture, donc je mets mes lunettes. Le coin lecture, c'est une fois par mois. Nous allons vous présenter un bouquin pour lequel on a eu un gros coup de cœur, Mathilde et moi. Et donc aujourd'hui, on commence par La Ballade nationale. Voilà, donc à la fois une bande dessinée, La Ballade nationale, mais qui s'inscrit dans un projet de 20 bandes dessinées. C'est proposé par les éditions de la Découverte, la revue dessinée, et c'est sous la direction pour l'ensemble de Sylvain Venner, qui est un spécialiste du 19e siècle, l'histoire des représentations de l'espace et du temps. Alors, l'idée, c'est de faire travailler à chaque fois un historien et un dessinateur de BD pour faire un vrai travail de coécriture en suivant donc l'histoire de France, puisque c'est ce à quoi il s'attelle, mais une histoire de France complètement renouvelée par la recherche, donc une histoire complexe qui interroge les femmes, les obscurs, les sans grade, qui pose la question aussi des événements, mais qui intègre l'histoire culturelle, l'histoire sociale, l'histoire environnementale, l'histoire économique, les échanges avec le reste du monde, l'immigration, les métissages, etc. C'est-à-dire exactement le contraire du roman national, voilà, sachant que le roman national, c'est des grands personnages qui portent seuls l'ensemble des grands événements, de la marche de l'histoire, des dates qui reviennent quasiment à heure fixe et la disparition complète de tous les acteurs sociaux, l'invisibilisation de toute la diversité dont tu viens de parler. Voilà, c'est l'inverse. Et en images, parce que le roman national, il a toujours reposé sur des images, et là, ce qui est très marrant, c'est de se servir des images pour justement enlever ces images écran un peu figé du roman national. Alors, donc, une série, il faut bien la commencer. Et comment on commence? On commence par le début de l'histoire, un peu comme on le fait dans le storytelling. Se poser la question de quand est-ce que commence l'histoire de France, quelle est son origine. Donc, ce premier numéro, qui donc a été coécrit par Sylvain Venner et Étienne Davodo. Étienne Davodo, que l'on connaît pour avoir fait Les Mauvaises gens ou par exemple Un homme est mort, dans les deux cas des histoires de militants. Alors, comment vous expliquer ça sans trop griller et en même temps vous dire un peu ce que c'est? Bon, imaginez, il y a Molière, Michelet, Jeanne d'Arc, Alexandre Dumas, le père de l'écrivain, le général, et Marie Curie. Eh bien, ils sont vivants. Ils ont ressuscité, enfin bon, voilà. Et ils décident de dérober le cercueil du maréchal Pétain et de partir dans une espèce de grande promenade à travers la France, une épopée, chargeant le cercueil du maréchal dans un combi Renault. Pétain vivant dans son cercueil quand même aussi. Oui, et parlant, les bulles sortent du cercueil. Ils n'ont pas le droit de sortir. Voilà. Et donc ils se promènent, ils vont de Massilia à Lascaux, de Gergovie à Carnac, en passant par Calais. Et en fait, comme ils discutent, il pose toutes les questions de l'histoire de France. Donc, on a tout. Ça commence où? La préhistoire. Qu'est-ce qu'on sait de la préhistoire? Les Gaulois, voilà, comme on s'est posé la question aussi dans les storytelling. Et les femmes, alors, il faut voir Marie Curie qui engueule Molière et qui lui dit « Mais enfin, les femmes, tu les oublies !» Et là-dessus, pof, arrivé du soldat inconnu qui dit « l'histoire des âmes ». Enfin, et Jeanne d'Arc aussi, qui fait des remarques sur le sexisme, sur ses seins. Oui, voilà, non, il y a vraiment... Alors, c'est sûr, ça va surprendre. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que c'est à la fois complètement loufoque, d'une grande fantaisie, et en même temps, scientifiquement, c'est extrêmement sérieux. C'est ça le parti pris, c'est que d'un côté, le fond historiographique, historique est très sérieux, mais il y a cette espèce de virtuosité dans la narration. Et ça marche, et c'est quand même assez jubilatoire. Et c'est une balade.
Et c'est voilà. C'est une balade. Le deuxième tome va sortir là, incessamment sous peu, début novembre. Il porte justement sur les Gaulois. Et on a eu un coup de cœur parce que ça correspond aussi à ce qu'on défend en tant que détricoteuse, c'est-à-dire une manière un peu alternative de raconter l'histoire, mais surtout de faire réfléchir à comment l'histoire s'écrit. Voilà, on a terminé. Nous sommes baladés là aussi de la France, de ce qu'il y avait avant la France, dans l'Espagne et surtout en Catalogne. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission des Détricoteuses. À très vite. Au revoir.